Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et aujourd'hui, on va continuer notre sujet qu'on a commencé la semaine dernière, Miroir, miroir, histoire d'une image déformée. Donc, bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo et qui enrichissent, comme d'habitude, ce sujet avec leurs questions et leurs commentaires. Merci à vous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube. Surtout si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à la partager sans modération et à vous inscrire à la chaîne et aussi à nous donner un like. C'est une façon de nous soutenir. Puis avant de commencer, j'aimerais rajouter un mot sur la situation qu'on est en train de vivre en Palestine et en Israël en ce moment. C'est un drame humain. Nous, on n'a pas de position politique ni pour les Palestiniens ni pour les Israéliens, mais on a une pensée pour toutes les victimes de la guerre, des deux côtés. On sait que la guerre, c'est une barbarie, et comme on dit souvent, dans la guerre, il n'y a que des perdants, malheureusement. Le désir de vengeance est compréhensible, n'est pas justifiable, mais compréhensible, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, je profite pour vous inviter à un sujet qu'on va poster en ligne très bientôt, sur la guerre et le désir des guerres chez l'homme. Dans cette série, donc un numéro spécial de la nature de l'homme sur la violence et la guerre. Et j'espère que ça va vous apporter déjà, ça va vous conforter dans votre position et que ça puisse vous aider surtout à avoir un désir profond de paix. En tout cas, voilà, une pensée pour toutes les familles qui sont en deuil et pour toute la souffrance qui sévit dans le monde aujourd'hui, pour la famille de ce prof qui a été assassiné cette semaine, et pour les blessés, et pour tous les gens qui souffrent de cette violence qui est inutile, parce que ça nous amène nulle part. Et puis la semaine dernière, on a parlé de la dysmorphophobie. Voilà, on a parlé de dysmorphophobie, on a parlé de l'anorexie, on a expliqué plus ou moins comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'un point de vue plus mécanique fonctionnel, mécanique mentale, les processus mentaux qui se cachent derrière tous ces troubles. Et donc, on a une image. Cette image, c'est quoi? Une femme qui se regarde dans un miroir. Voilà, ça arrive rarement, hein, n'est-ce pas? Ouais, très rarement. En réalité, les hommes et les femmes, tout le monde se regarde devant le miroir. Ok? Donc cette femme, elle se regarde devant ce miroir, et nous avons l'image réelle de la femme, n'est-ce pas? Bah oui. Oui, on a C'est ce l'image que nous on réelle de la voit. Mais est-ce qu'elle est là, son image réelle? Donc, pour parler de l'image de soi, on va utiliser en fait cette allégorie de l'iceberg. Ok? L'allégorie de l'iceberg, selon laquelle une grande partie de notre être intérieur se trouve dans le préconscient et le subconscient. Ça vient de la psychanalyse. Et en fait, l'image de soi est là, et elle est composée de plusieurs éléments. Donc la perception va dessiner un œil. Ok? Donc la perception, on voit notre image devant le miroir. Bon, parfait. C'est notre image réelle. Donc cette image, elle arrive dans notre être intérieur et ça va construire une image. Voilà. Ok? Bon, désolé pour le dessin, hein. Je suis pas un bon dessinateur. Mais pourquoi je dessine au milieu, entre le moi et le sur-moi? Bon, désolé pour les termes en espagnol. Et donc le sur-moi et le moi, cette image va se trouver au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui vient de ma perception, et l'autre partie, il vient de le moi idéal. Idéal. Et le moi idéal, c'est quoi? C'est l'image qu'on veut. C'est là où je veux arriver. Oui, c'est le but. Donc il y a des composants physiques de mon moi idéal, il y a des composants, on va dire, d'ordre moral, moraux, de mon moi idéal. Et en fait, tout ça, ça va se mélanger, mais mon estime de moi, il va venir se mêler de tout ça. Donc, grosso modo, c'est un mélange. Et donc, l'image que j'aperçois devant le miroir, ce n'est pas vraiment mon image.
mais c'est une interprétation. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Dans la dysmorphophobie, c'est une conception mentale de soi-même qui est déformée. Et là, on va aborder ce sujet avec une œuvre d'un peintre, un peintre espagnol très connu, Picasso, qui est connu pour ces images un peu déformées, donc des oreilles qui sont un peu décalées ou des images, voilà, des images un peu distorsionnées, on va dire. Et là, cette œuvre, La femme devant le miroir, c'est une œuvre très intéressante qui nous permet de parler de la chose. Qu'est-ce qui compose l'image que nous apercevons devant le miroir de nous-mêmes? L'image que nous apercevons Une devant le partie miroir. de ce qu'on voit de soi-même. Donc la perception sensorielle, plus l'estime de soi, qui vient de super-moi, et ça donne une image mentale. Et cette image mentale, elle est Subjective. subjective. Et ça, c'est important de le signaler. C'est subjectif. Alors, quand quelqu'un quand on s'élève le matin, on se regarde devant le miroir, on dit, ben, je suis beau aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Bah, qu'on a une bonne estime de soi. Exactement. Exactement. Mais des fois, on se regarde et on trouve 36 000 défauts. Ça veut dire quoi? Qu'on a une estime de soi pas très, oui, une faible estime de soi. C'est ça, une faible estime de soi. Et ça peut générer des problèmes. Donc, ça, c'est une façon de se rendre compte par soi-même qu'il y a un problème. Et se dire, voilà, là, il faut peut-être que j'agisse sur mon estime de moi. Et il y a différents exercices en thérapeutique. On peut se regarder devant le miroir et se dire les choses. Se mettre en valeur. Se mettre en valeur pas d'une façon vaniteuse, mais se mettre en valeur par rapport à des vraies valeurs. Okay. Donc ça, c'est voilà, c'est la déformation. On voit bien dans cette œuvre d'art de Picasso que cette femme, elle se voit d'une manière qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est pour ça que les autres, ils ont une image plus objective de nous que nous-mêmes. C'est pour ça que quand on a quelqu'un qui nous aime et qui nous dit, ah, tiens, ça, c'est beau, mais ça te va pas. Pour telle couleur, vaut mieux pas. Ça serait bien de l'écouter. Mais évidemment, on ne dit pas que les autres doivent dicter la façon dont nous habillons ou nous présentons, mais des fois, les autres, ils peuvent avoir une image plus objective. Faut faire Oh, attention, tiens, hein. ça te va pas, voilà, tu devrais, voilà. Faut Mais il faire faut faire attention attention aussi, parce qu'il y a hein. des gens qui sont malveillants. Ouais. Donc ça, c'est voilà. Avec des pincettes. Donc voilà ce qu'il en est de la dysmorphophobie. D'où elle peut venir, en fait, c'est à force de s'admirer devant le miroir, à force de se comparer aux autres, parce que ça aussi c'est un gros problème. Hein. On avait parlé des standards des beautés selon la culture. J'avais dit que, par exemple, au Japon, les sumo, ils sont considérés comme des hommes extrêmement beaux. Sauf que chez nous, on a une autre vision de la beauté masculine. Par exemple, en France, on a une idée, en Italie, on a une idée, aux États-Unis, on a une autre idée. En Afrique, c'est pareil. Et pareil pour la beauté féminine. C'est une belle femme, c'est quoi une belle femme? Ça dépend parce que si on fait des analyses sur de longue période, on voit que par exemple dans les années 60, les standards de beauté étaient complètement différents de celui d'aujourd'hui. Complètement différents. Et aujourd'hui, les femmes qui sont considérées comme belles, c'est des femmes beaucoup plus athlétiques qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, une femme belle, c'était une femme lambda qui reste à la maison, et pas. Donc, il avait une forme corporelle qui était en accord avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, une femme, une athlète de haut niveau, est considérée comme très belle. Une femme extrêmement musclée, avec très peu de masse grasse, euh, presque comme une athlète de calisthénie, par exemple. Donc, ça, c'est le standard de beauté. En tout cas, en France, Et qui aujourd'hui, évolue.
Et ça évolue tout le temps, ça évolue tout le temps, parce que à chaque fois, ça correspond à une minorité. En réalité, c'est ça. C'est que, par exemple, quand on va au Japon, moi j'étais au Japon et j'ai vu, oui, les saumons sont considérés comme extrêmement beaux, mais quand on marche dans la rue, moi j'ai vu aucun saumon dans la rue. On est allé à un endroit où ils sont traînés pour les voir. Mais quelqu'un avec une corpulence pareille, je n'ai pas vu dans la rue. Ils étaient tous maigres, etc. Mais pourtant, dans cette société, c'est considéré comme... Donc, ce qui fait que les standards de beauté, ça correspond à une minorité. Et le souci, c'est qu'à force de me comparer avec cette minorité, ben, je vais être frustré. Moi, par exemple, si je compare à un standard de beauté française, je ne correspond pas. Bon, en tout cas, je suis pas gros. Je suis plutôt maigre, beaucoup trop. Donc, je serai jamais dedans. Et puis, c'est trop tard. J'ai plus l'âge. Mais les femmes, c'est pareil. Quand ils voient une femme qui correspond à une certaine catégorie, et ben, c'est comparé à ce modèle, c'est un idéal qui ne va jamais être atteint. Donc ça génère de la frustration. Et cette frustration va exacerber notre perception de nos défauts. Genre, une mâchoire avec telle et telle forme, c'est l'idéal. Mais on peut pas changer sa mâchoire. On n'est pas des Lego. On peut pas changer des pièces. On est comme ça, c'est bon. C'est dans le fond fait. Il faut s'y faire. Le problème, c'est qu'à force de s'observer, d'observer son corps, ce qui finit par arriver, c'est qu'on finit par ne pas s'aimer. Et c'est ça le problème. C'est ce qui se cache derrière. Donc, voilà. L'idée, ça serait plutôt que de se concentrer sur l'apparence physique. Et je ne dis pas qu'il faut la négliger. Hein. On a vu dans le sujet en espagnol. Il ne faut pas négliger l'apparence physique. C'est extrêmement important. Mais ça ne doit pas être le centre de notre attention. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, à force de nous concentrer sur notre apparence physique, on finit par ne plus nous aimer. Mais la solution, ça serait quoi? Ça serait de se concentrer sur des sujets plus élevés. Et puis, je vous invite à lire un texte qu'on trouve dans un livre d'Ellen White. On a fait une traduction par nos sens, c'est Itama qui nous a fait la traduction. Et le livre, c'est Lève les yeux. Lève les yeux, je pense, ça serait la traduction du titre. Et Itama va le lire. Les disciples du Christ ne devraient pas être surpris s'ils sont appelés à partager les souffrances du Christ. Comment peut-il regarder ceux pour qui il a tant fait, pour qui il a payé un prix si infini, et pourtant ils n'ont jamais apprécié le grand cadeau qu'il leur a fait? L'œuvre des représentants du Christ doit être semblable à celle de leur Rédempteur. Ils ne devraient pas se contempler ni faire confiance au moi. Ils ne devraient pas accorder une trop haute valeur à leur propre effort, car lorsqu'ils voient que les autres ne considèrent pas leur travail aussi précieux qu'eux-mêmes, ils peuvent estimer que cela ne vaut pas la peine de continuer à travailler. Mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous ne vivons pas pour les hommes, mais pour Dieu. Il considère notre travail à sa juste valeur. Elle apprécie la noblesse de caractère et que les hommes l'apprécient ou non, elle continue à vivre après la disparition de l'homme. Quand l'être humain n'a plus rien à voir avec quoi que ce soit sous le soleil, l'exemple qu'il a laissé, les paroles d'or qu'il a prononcées continuent de vivre pour l'éternité. Cette influence qui correspondait au modèle divin ne meurt jamais. Sa vie était liée à Dieu. Qu'est-ce qui est écrit du Christ? Il était comme une racine séchée, desséchée. Il n'y avait pas quelque chose de bon en lui pour qu'on soit attiré. Et pourtant, il est venu donner sa vie pour nous. C'est pour ça qu'à l'époque où, quand il est venu, il était rejeté par beaucoup. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que c'était vraiment le Messie. Et pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé sur les choses les plus élevées. Et c'était pas quelque chose qui intéressait les autres. Ils voulaient juste voir l'apparence. L'apparence, c'est ce que nous, on est tous attirés par l'apparence. Mais c'est souvent les gens qui ont sont le moins attractifs physiquement, qui sont le plus intéressants dans l'homme intérieur. Donc ça, c'est une réalité. Donc là, le conseil, c'est de ne pas
nous focaliser, ne pas nous contempler nous-mêmes. On avait fait un sujet sur la contemplation hein, dans la série, et on a parlé beaucoup de la contemplation. Et à force de nous contempler nous-mêmes devant le miroir, on finit par ne plus nous aimer, parce qu'on aura toujours ce défaut qu'on ne pourra pas faire disparaître. Et la chirurgie plastique n'est pas la solution. Il faut d'abord s'aimer. Nous exerçons tous une influence. Nos paroles et nos actes laissent une impression indélébile. Notre devoir est de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. De ne pas nous placer sous l'emprise de nos sentiments, mais de considérer que notre influence est une force pour le bien ou pour le mal. Mhm. Dieu voudrait que ses ouvriers se conforment à l'adjuration de David à Salomon. Sois un homme. Un homme avec un grand H, homme, femme, soit quelqu'un des valeurs. Cultive ton être intérieur. C'est ça. Développe ton être intérieur. Focalise-toi sur ce qui est vraiment important, ce qui est la seule chose importante. Et pour finaliser, Dieu ne prend point de plaisir lorsque l'un de ses représentants s'inquiète, se lasse et s'épuise au point que sa vie ne diffuse plus la bonne odeur du ciel. Nous n'avons qu'une seule existence. il faut se concentrer sur des choses plus élevées sans s'épuiser non plus. C'est une question d'équilibre, finalement. Ça, c'est des bons conseils. Et puis, concernant l'habillement et puis la vanité, parce que c'est une réalité, on trouve ce texte dans le Review Herald du 31 mars de 1891. L'orgueil et la vanité sont manifestés partout. Mais ceux qui sont enclins à s'admirer dans un miroir se sentent peu enclins à se regarder dans la loi de Dieu, le grand miroir moral. Cette idolâtrie vestimentaire détruit tout ce qui est humble, docile et gentil dans son caractère. Elle consomme les précieuses heures qui devraient être consacrées à la méditation, à la sonde du cœur, à l'étude priante de la parole de Dieu. Mhm. Aucun chrétien ne peut se satisfaire des modes immorales du monde sans mettre en danger le salut de son âme. C'est-à-dire, focaliser sur la mode, c'est un danger. C'est focaliser sur la mode, c'est un danger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais le conseil est là. Proverbe, chapitre 15, verset 13, nous dit, Le cœur joyeux embellit le visage, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. que joyeux embellit Le le visage. visage. Rien de plus beau que quelqu'un de joyeux. Vous trouvez pas? Il y a des gens qui ont une apparence physique magnifique, mais quand on leur parle, quand on échange avec eux, on se rend compte que c'est vide. Ouais. C'est un peu comme un puits très profond, mais vide, dans lequel il n'y a pas d'eau. Donc c'est dommage. Donc on va lire le prochain texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Merci. Là, ce texte, il nous parle de quoi? De cultiver L'être intérieur. l'être intérieur et pas pas tant, enfin pas comment dire? De cultiver l'être intérieur et ne pas se focaliser que sur l'être extérieur. Et attention, on n'est pas en train de critiquer ou de juger une personne qui est atteinte d'une dysmorphophobie. Ok, ce n'est pas le propos, parce qu'une dysmorphophobie, ça veut dire une souffrance. C'est une personne qui était en déséquilibre pour une raison ou une autre et qui s'est retrouvée dans cette situation qui est une situation douloureuse. Et on ne doit pas juger les personnes qui sont dans cette situation. C'est pas une maladie de vanité, c'est pas une maladie imaginaire, c'est vraiment un problème réel et qui est un problème douloureux. Par contre, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a un schéma pour s'en sortir. Et ce schéma consiste à s'intéresser à des choses plus élevées. Et c'est ça qui est important de retenir. Bon, très bien. Pendant le sujet en espagnol, on a eu plein de commentaires et des questions qui ont été posées. Donc, on va vous faire un résumé pour nos amis francophones. Donc, Itama, elle va lire les questions. Donc il y avait un commentaire d'Isabelle qui disait: «Je pense que le maquillage exagéré n'est pas bien,
Mais le fait de prendre soin de soi est important, surtout pour les femmes déjà mariées et qui ne prennent plus trop soin d'elles-mêmes. Tout à fait. Et cette problématique, de maquillage, en fait, la semaine dernière, j'avais dit que pour moi, et ça me concerne que moi, c'est ma façon personnelle de voir les choses, et je suis pas en train de dire que le maquillage est mauvais ou bon. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, il n'y a pas besoin de maquillage. Parce que j'aime bien voir les gens, c'est un peu comme dans le film Avatar, il disait, je regarde en toi. Voilà. Et je pense que c'est un défi pour nous tous d'apprendre à regarder dans les autres. Mais ça ne me concerne que moi. Et je pense que la position par rapport au maquillage, c'est quelque chose de très personnel. Et chacun doit prendre sa décision. On n'est pas là pour dire c'est bon ou mauvais, pour interdire ou approuver quoi que ce soit. C'est pas notre rôle. Ce qu'on dit, c'est que quand c'est excessif, ça peut contribuer dans un schéma qui est pathologique. Okay. C'est ça qu'on est en train de dire. Et que une femme ou un homme qui pour diverses raisons qui lui sont propres décide de se maquiller, c'est son droit, il peut le faire. On peut même pas dire ça c'est excessif ou pas, parce que ça dépend les résultats que ça a chez la personne. Très personnel. C'est très personnel, effectivement. Mais on est en train de dire que ça existe. En fait, ça peut poser problème. Dans certaines conditions, ça peut poser problème, et dans certaines conditions, ça peut être, ça peut alimenter, c'est pas la source en elle-même, mais ça peut contribuer à, à une problématique. Ok. Par contre, elle a bien dit pour les femmes mariées. Oui, Et ça, c'est vraiment une réalité parce que alors les hommes et les femmes, bon, les gens quand ils sont célibataires, on va dire comme ça de manière un peu rigolote, ils sont en chasse. mmh, Donc les filles cherchent leur chéri et puis les garçons, ils pareil, quoi. Ils cherchent leur moitié. Et la tentation est de, une fois qu'on s'est marié, de dire, puisqu'on a trouvé ce qu'on cherchait, eh ben, on va lâcher prise. Et là, on fait moins attention. Et c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Hein. Donc, des fois, il y a une négligence en termes de l'hygiène corporelle, de comportement, des différentes choses. Hein. Donc, effectivement, c'est jamais bon de faire ça. Je pense qu'il y a un peu de la galanterie de fiançailles qui doit rester pendant la vie maritale. C'est vraiment vital et important. Et qui s'est laissé aller, c'est jamais bon pour personne. Ok. Question suivante. ouais. Donc c'était un commentaire de Doris. Donc elle disait qu'il y a des personnes qui ne se maquillent pas et ça ne se voit pas qu'elles sont malades. Alors qu'il y a des personnes qui se maquillent et pourtant ne sont pas malades. Donc on peut pas vraiment juger, une personne, à cause du port ou de maquillage ou non. Mhm. Mais que, je suis enfin elle est d'accord, pour dire que c'est important, d'avoir une bonne hygiène. Ouais. C'est important et puis on peut pas juger sur le maquillage ou pas, c'est vraiment personnel. Et à savoir qu'aujourd'hui même les hommes se maquillent. Hein. Oui. Que ce soit léger, ils le font quand même. Ouais. Et que, bah, aussi il y a des personnes qui enfin on avait dit que, hem, des personnes par exemple qui prenaient soin d'elles, heu, qui avaient une bonne hygiène et qui d'un coup, bah, se délaissent, n'ont plus une hygiène quotidienne, leur maison, n'est plus propre, rangée comme, ils avaient l'habitude de le faire, on peut directement, penser à une dépression. Mhm. Oui, effectivement, on avait parlé de dépression. Parce que quand on parle de dépression, on parle d'une perte de l'élan vital. C'est quoi? Une perte d'énergie vitale. C'est pour une personne, par exemple, je pense qu'elle citait le fait que certains, ils arrêtent de se laver les cheveux. Ok. Oui, Donc, ça néglige à ce niveau-là. Alors, pour une personne qui a toujours été propre, qui prenait soin de ses cheveux, qui prenait soin de ses vêtements, etc.,
et que du jour au lendemain, il y a un changement brutal et il s'est mis il se laisse aller, là, on peut dire que ça constitue un symptôme de la dépression. Mais on ne peut pas dire que le fait de négliger son apparence personnelle est en soi un symptôme de la dépression. Ça dépend des habitudes. S'il y a un changement dans les habitudes, oui. S'il n'y a pas de changement dans les habitudes, si la personne a toujours été comme ça, bah, c'est pas un symptôme de dépression. La personne n'est pas déprimée, elle est tout simplement comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça, tout simplement. Mais quand il y a un changement radical et que la personne, par exemple, ne lave plus ses vêtements, sont mauvais, et la maison est désordonnée, etc., et qu'avant c'était pas comme ça, bah, on peut dire oui, là, c'est des signes qu'il y a un processus dépressif derrière. Et donc là, il faut demander l'aide d'un professionnel. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de rajouter un sujet sur la dépression dans la série. Pour un peu parler de qu'est-ce qu'est la dépression, comment détecter, comment avoir une première idée et comment réagir avec une personne déprimée ou comment faire, comment s'y prendre pour sortir d'une dépression. Ça aussi, ça peut arriver. Ok, malheureusement, le temps s'est terminé, mais bon, nous avons abordé ces sujets. J'espère que ça vous est utile. Et puis, si vous avez des questions, ou vous avez vos commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à travers la chaîne. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés dans cette vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement de la vidéo. Et puis, vous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube, merci pour votre intérêt. Je vous invite à suivre nos sujets. On va rajouter un sujet spécial sur la violence et la guerre. Et la semaine prochaine, on abordera aussi le sujet de la dépression. En tout cas, merci pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous donner un like. Et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Bye bye.